Bonjour les scénaristes. Il y a quelques camarades dans le groupe qui m'ont fait remarquer qu'il manquait le son dans la capsule 2 que j'avais enregistrée sur la question de l'exposition. Et, à mon grand dame, j'ai vérifié et me suis rendu compte que c'était la vidéo source. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'imagine qu'il fallait bien que ça arrive à un moment donné, une avarie comme ça. Donc, je n'ai d'autre choix que de la réenregistrer. Bon, je vais repasser sur ce que j'avais dit. Peut-être que je ne m'en rappelle pas en même temps, ça fait une couple de jours. Donc, j'ai encore mes notes. Là, je vais repasser sur ce que j'essayais de dire à ce moment-là en essayant de faire un meilleur wrap-up, peut-être. Euh, et donc, le son revient sur la vidéo autour de la 33e minute. Donc, je vais essayer de faire un raccord là-dessus parce que le reste est encore bon, mais de vous faire quand même, bon, c'est ça, une présentation de base sur reprendre le début de ce que je vous disais. À la suite de l'autre, donc la capsule précédente, vous en rappelez, je parlais essentiellement de la question de la surcomposition ou de la décomposition du mouvement, de l'action, dans le scénario, donc à prendre une note là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais parler parler d'exposition et de surexposition. Donc, ce que je tenais ce que je tenais à faire remarquer d'entrée de jeu, c'est qu'un peu comme la question du mouvement participait, hein, je l'ai dit dans la capsule, participait d'un caractère illusoire du cinéma qui est sa continuité. Hein. Donc, comment on gère? Il y a une illusion de continuité au cinéma. Le cinéma, ce n'est pas continu. Ce n'est pas continu d'aucune façon, d'une certaine façon. Et on construit quand même pour faire d'une certaine façon, pour identifier le cinéma au passage du temps dans notre vie, on construit une continuité. Il faut être conscient d'une certaine façon de ce caractère construit-là pour bien l'exécuter. Donc, je pense que c'est un peu ça que j'essayais de dire, de montrer dans l'autre capsule. Je dirais que la question de l'exposition participe d'une autre illusion fondamentale qui est celle-là, l'illusion d'authenticité, l'illusion de réalité qui existe au cinéma. Et ce que je veux dire par là, c'est que d'une certaine façon, on a l'habitude, on interagit avec le film comme spectateur, comme si d'une certaine façon, ce qu'on voyait était au présent. Hein, il y a une illusion de présence, on a l'impression que ça se passe devant nos yeux, alors que bien sûr, c'est un enregistrement, ce n'est pas en train d'arriver. On réagit comme si comme si ça arrivait pour vrai aussi, hein, parce que donc on a cette illusion-là que d'une certaine façon, les interactions, les actions sont en train de se produire pour vrai. On s'identifie, on va avoir de la peine, on va avoir de la peur, on va avoir de l'espoir en regardant qu'est-ce qui arrive à l'écran, comme si ça se passait pour vrai, alors que tout évidemment est faux. Il n'y a rien de plus faux que du cinéma à bien des égards, hein, c'est-à-dire que d'une certaine façon, à la fois, comme je le disais dans l'autre capsule, la continuité, l'impression de fluidité qu'on a est un construit, mais tout ce qu'on voit aussi est un construit sur toutes sortes de choses, c'est-à-dire qu'on oublie que forcément, si on voit les gens, c'est qu'il y a une caméra, hein, donc on oublie que quand il y a deux amants, par exemple, en train de se parler dans la chambre, que probablement 6, 7 autres personnes de l'autre bord de la chambre. On oublie, évidemment, c'est comme un principe presque, on a beaucoup écrit là-dessus, mais un principe presque voyeur, entre guillemets, c'est-à-dire on oublie que notre position, elle est absurde, que justement, on est dans la chambre à coucher des gens, on est dans une intimité des gens auxquels on n'a pas accès. Normalement, on ne voit pas ce que les autres font derrière les portes closes. C'est ce que le cinéma nous permet de faire beaucoup. Donc, cette illusion de réalité-là, elle est un peu partout, elle est fondamentale
à ce qu'on fait. Et comme scénariste, bien sûr, on n'est pas à cette échelle de la production, mais ça nous intéresse aussi, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a une partie de notre travail, comme je disais dans les autres capsules, il y a une partie de notre travail qui est d'organiser, de reconduire une continuité à travers du discontinu au niveau de la scénarisation, au niveau particulièrement, on va le voir, de la transmission de l'information et de la représentation de l'action, mais surtout de la transmission de l'information. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Il s'agit vraiment pour nous de reconduire, de la comprendre et de façon à être capable de reconduire cette illusion de réalité-là, pardon. Et donc, l'illusion de réalité, comment je pourrais dire? Je pense que j'avais pondu une définition qui n'était pas inintéressante l'autre jour, mais je disais d'une certaine façon, notre travail de scénariste qu'on écrit, c'est de faire à croire qu'on n'est pas là à des gens qui ne devraient pas être là. Et c'est comme ça que l'illusion peut se briser. Hein? Donc, si on voit, bon, je parlais de la métaphore de la marionnette, si on voit, on devine trop la main dans la marionnette, hein, donc celle qui tire les ficelles au-dessus, hein? Ma grand-maman appelait ça le gars des vues. Si on sent trop le gars des vues, c'est nous, ça. La personne des vues, c'est nous, le scénariste. Donc, si on sent les ficelles, il y a un problème. Il y a un problème parce que d'une certaine façon, ça nous renvoie, ça défait l'illusion, la magie, parce que ça nous renvoie, nous, spectateurs, au malaise qu'on devrait avoir si on n'avait pas digéré cette convention-là, à notre présence. Donc, qu'est-ce que je fais en train de regarder ça? OK. Tout ça n'est pas vrai, tout ça est une espèce de mise en scène produite pour moi, et cette espèce de décrochage-là est une chose qu'on veut éviter. Donc, exposition, surexposition, hein? L'exposition au cinéma, en scénarisation, c'est vraiment la façon dont on va, on pourrait le définir comme ça, dont on va rendre visible l'information, dont on va rendre visible tout ce qui appartient à l'extérieur de l'action, à ses fondements, à l'intériorité des personnages, donc à tout ce qui n'est pas visible d'emblée. Hein? Donc, dans un film, hein, je vous le disais, je vais le redire souvent, je vous le dis à l'échelle du synopsis, je vais vous le dire sûrement à l'échelle du scénario. Hein, donc, autant je disais que les personnages de cinéma ne pouvaient pas vivre en continu, j'ai pris la note dans plusieurs de vos synopsis sans dire, rappelez-vous qu'un personnage de cinéma, ça ne pense pas. Hein? Il y a toutes sortes de petites tricheries, il peut avoir une voix off, okay, oui, ponctuellement, d'une certaine façon, mais le fait demeure. Un personnage de fiction, ça agit et ça parle. Les personnages agissent et ils parlent. Donc, de la réalité que nous avons construite comme cinéaste, tout ce qu'on peut faire, c'est en montrer. Promener un miroir le long du chemin, disait Stendhal Zola, je ne me rappelle jamais, de la littérature, du roman, mais là, dans notre cas, ben, on a une portion, hein, je veux dire, on pouvait la promener, cette portion-là. On a une portion de la réalité de nos personnages, une portion de leur vie, comme si elle existait avant et après à montrer. Et de cette portion de vie-là, ben, doit être capable de deviner ce qui est important sur l'avant, peut-être présumer de qu'est-ce qui se passe pour l'après. Mais le fondement, ben c'est ça, c'est toujours garder en tête d'une certaine façon que la réalité, l'antériorité, la backstory, ce que j'appelle le contexte, les prémices de notre action, tout ce qu'on a construit dans notre univers, je vais revenir tout à l'heure, mais tout ça n'est pas visible. D'emblée, ce qu'on voit, ben, c'est des comédiens dans leur rôle, des lieux, bon, tout ça. Donc, et évidemment, des actes et des paroles. Donc, c'est à travers tout ça qu'il faut étoffer notre univers. Donc, l'exposition, c'est vraiment souvent, moi je le décris par, j'en fais une version plus large, une version étendue. Traditionnellement, dans le vocabulaire du métier, on va dire l'exposition, c'est ce qui appartient au début. Hein? Souvent, les premières scènes
vont être dites des scènes d'exposition, par exemple, mais je pense que tout au long du film, on a de l'exposition à faire au sens premier, qui est de rendre visible de l'antérieur ou de l'intérieur, hein, quelque chose qui est arrivé avant, quelque chose qui est arrivé en dedans, comment on va le manifester. Et ce qui est à la fois, ben, c'est pour ça que je veux en parler, d'une part, c'est ce qui est probablement la chose la plus difficile à faire au cinéma. Comprenez un peu déjà avec ce que vient d'expliquer. Aaron Sorkin, le grand scénariste hollywoodien, disait ça, dans le fond, avait une formule que j'aimais beaucoup pour parler de la difficulté de faire de l'exposition. C'est que quand on fait de l'exposition comme scénariste, on essaie de rendre ce qu'il y a d'à peu près le plus artificiel au cinéma naturel. Et c'est ça, l'art dans l'exposition, d'une certaine façon, c'est de faire exister des personnages, des situations qui sont là euh, parce qu'on les a inventés, parce qu'on veut dire quelque chose avec eux, parce qu'on a créé une histoire, parce qu'on a attaché des fils. Hein, et l'exposition, je pense qu'il y a quelque chose de très, très à la base de ça. On veut que tout ça, qui est purement artificiel, invention, scénarisation, schématisation, c'est toutes des affaires qu'on a faites sur le coin de la table. On veut que ça, sur la page, qu'on le lit, et encore plus à l'écran quand ça va être tourné, ça a l'air du flux de l'existence même, que ça a l'air de quelque chose de complètement naturel, ce qui se passe à l'écran, de purement causal. Donc, ce qui est en train d'arriver se passe normalement, d'une certaine façon. Et donc, ce lien-là, je vous disais, illusion de réalité, ce lien-là entre le naturel et l'artificiel, rendre de l'artificiel naturel, rendre de l'information visible, rendre de l'artificiel naturel, c'est vraiment le défi de l'exposition comme telle. Et pour vous aider là-dessus, je pense qu'on va faire un exercice, c'est un exercice qu'on va faire ensemble à partir de la première version de vos scénarios, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de savoir comment être attentif à ça. Et pour ça, je vais vous donner 2 trucs. Hein, bon, comment faire de l'exposition? Des fois, il y a des gens, je vois des films de gens qui ont écrit 10 scénarios, puis je trouve que des fois, je ne suis pas à l'abri de ça. Je veux dire, c'est tellement difficile que même dans des films oscarisés, des fois, je trouve qu'il y a des bouts, l'exposition, je vais vous donner des exemples, là, mais faites comme, c'est quoi ça accroche. Oui, donc l'exercice que je voulais qu'on fasse, c'est déjà bon, de garder ces 2 notions-là que je vais amener en tête et d'être capable de s'entraider un peu là-dessus, qu'on va s'accompagner mutuellement dans la rédaction et réécriture de la version 1 du scénario. Donc, le premier truc qui est universel, qui est bon en littérature aussi, et donc qui vient de là d'ailleurs, qui vient des cours de creative writing à l'américaine de création littéraire, c'est le principe à éviter. En fait, il ne faut jamais, en anglais, on dit corning the goose. Excusez pour les végétaliens parmi nous, c'est une image un peu violente, mais donc quand on a des animaux de basse-cour, par exemple, corning the goose, ça veut dire gaver l'oie, littéralement. Donc, prendre du maïs, puis forcer l'animal à manger. Moi, je vais dire en français, des fois gaver l'oie, des fois juste fourrer la bernache pour être plus québécois et vulgaire. Vous allez m'entendre dire ça de temps en temps, mais qu'est-ce que ça veut dire, donc, qu'il ne faut pas gaver l'oie? C'est quoi gaver l'oie, par exemple? Ben, gaver l'oie par rapport à l'information, justement, c'est le premier sentiment-là, qu'on a l'impression que, comme spectateur, on essaie de nous rentrer quelque chose de force dans la gorge, soit l'information, dans ce cas-là, vite, voyez-le, voyez-le. Et que ce faisant, bien sûr, on fait commettre à nos personnages un délit de naturel, un délit d'authenticité, c'est-à-dire on fait parler des personnages d'une façon complètement peu crédible, pas naturel, et donc au risque à la fois d'écrire de très mauvais dialogues et de briser la fluidité de l'ensemble. Des exemples. Bon, l'exemple qu'on donne souvent de ça, par exemple, c'est
on va le vivre, par exemple, au niveau des, des relations entre les personnages. Bon, une erreur qu'on fait couramment, on a fait le synopsis comme vous l'avez fait, donc on a des relations entre les personnages, ben on veut que, à un moment, c'est paniquant, on fait toute la même erreur dans les premières scènes, c'est pour ça que c'est souvent celle à laquelle on associe le plus l'exposition. Ben là, on veut que ça soit compréhensible, et là, on fait des niaiseries. Ben, on en fait toutes, là, mais donc, qu'est-ce qu'on va voir couramment? Ben, par exemple, c'est ça. Donc, moi, j'ai mon personnage qui appelle son frère au téléphone et qui dit: Ah, bonjour, bonjour David, c'est Samuel, ton frère. Donc, c'est quoi le problème avec ça? Ben, c'est que bien sûr, mon frère, quand je l'appelle, c'est rare que je précise que je suis son frère parce qu'il le sait assez bien. Hein, et ça serait la même affaire si on faisait, hein, j'appelle ma mère, tu sais, comme bonjour maman, as-tu des nouvelles de mon frère David, le policier? Tu sais, bon, ma mère, j'imagine qu'elle sait qu'est-ce qu'il fait mon frère dans la vie, comment il s'appelle, bon, etc. Donc, vous voyez un peu, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps. Puis ça, c'est l'exemple quand je dis j'en vois encore dans des films. Ça c'est du beau gavage doigt 100% pur. Et vous allez toutes et tous en faire à peu près, ou peut-être pas parce que je vais vous avoir fait peur là. Et on va rigoler ensemble, on ne rira pas de nous, mais on va rire entre nous de ça. C'est le BABA d'apprendre à bien écrire des scénarios, mais on commence tous par se tromper. Et dans le fond, c'est toujours un peu, c'est en glissant, parce qu'en même temps, comme je dis, on n'a pas le choix d'en faire de l'exposition, souvent. Et d'être sur le bord de Gavellois parce que, ben, justement, des personnages, tu sais, dans la vie, je ne suis pas en train de me présenter, je ne suis pas en train de, tu sais, à part si je suis dans un entretien d'embauche, je ne sais pas, dans une date, bon, je ne suis pas en train de dire aux gens qui me connaissent qui je suis, je ne suis pas en train de me définir, je ne suis pas nécessairement, mon caractère profond n'est pas nécessairement révélé. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour au cinéma, c'est ce qui est paniquant au début, ben mon personnage veut qu'on montre qu'il va pas bien. Tu sais, j'ai un personnage en dépression, j'ai un personnage qui est policier ou pompier, il y a un métier, tu sais, il y a une situation, puis là, je veux qu'on comprenne vite, j'ai 15 minutes, donc qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, on ne le sait pas tout le temps, mais il ne faut pas. La réponse, ce n'est jamais, jamais de Gavellois dans ce temps-là. Donc, de trouver des répliques ou des mauvaises répliques ou des situations qui font beaucoup trop artificielles. Je pense que la réponse, on va le voir là, je pense que j'en parle un peu dans le reste de la capsule, mais je peux en parler tout de suite. La réponse, souvent, elle est situationnelle. Il faut toujours garder en tête que dans un scénario, quitte à changer de situation, je pense que je me brûle. Donc, je ne vois pas trop là-dessus, mais c'est souvent en créant des situations adéquate qu'on va réussir à faire de l'exposition qui est naturelle. Et dans le fond, des fois, il faut être capable de changer les situations si on a besoin vraiment que quelque chose soit su. Bien, il y a des situations qui vont faire en sorte que tout à coup, quelque chose qui serait vraiment gavellois dans une autre situation va être plutôt naturel. Hein, justement, ben, je venais d'en donner des exemples. Je suis dans une date. Je suis dans un entretien d'embauche. Là, tout à coup, ben là, on va me voir réagir. Là, c'est possible de le faire avec humour, mais là, dans un entretien d'embauche, c'est quoi votre plus grand défaut? Hein? C'est quoi vos aspirations? C'est quoi, donc on peut voir si j'ironise ou pas, mais tout à coup, ben, c'est une situation d'exposition intéressante parce que ça nous met un personnage dans une position où, de façon acceptable, de façon naturelle, il ou elle a à répondre à des questions sur elle-même. Même chose dans une date. Bon, vous comprenez? C'est même chose si je fais juste croiser quelqu'un au restaurant, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Là, il peut avoir ce côté-là. Qu'est-ce que tu deviens? Tout ça, ben là, tout à coup, je vais pouvoir glisser des choses ou même un malaise dans le non-dit. Ah, ben ça va bien, ouais, je fais ci, je fais ça, mais on va pouvoir placer certaines répliques comme ça. Donc, vraiment, garder ça en tête, des fois, cette idée-là de situation. La réponse à l'exposition, bien souvent, au problème de l'exposition, c'est souvent de trouver la situation,
le bon contexte, le bon moment qui va faire que des gens se posent des questions, s'étudient et donc révèlent un certain nombre de choses sur eux-mêmes. Et que, bon, tout à coup, ce qu'on a à déballer, ce qu'on a à exposer comme information devient intelligible. Donc, premier aspect, toujours, donc, le gavage d'oie. Quand vous relisez, quand vous lisez vos camarades, qu'on est en train de s'accompagner en mode script éditeur, toujours garder ça en tête comme on regarde nos personnages parler, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire exactement? Est-ce que quelqu'un dirait ça? Est-ce que pas, bon, c'est quoi le degré de fausseté ou d'artificiel? Parce que, comme je le disais, c'est artificiel. Personne, hein, et je l'ai dit, je vais le redire, quand je vais faire une petite capsule sur les dialogues, il y a un côté, dire c'est comme ça qu'on parle dans la vie, c'est jamais la bonne réponse non plus pour écrire des bons dialogues parce qu'on ne parle pas comme dans la vie au cinéma. C'est pas ça, c'est pas l'authenticité au sens de réalisme qui est la solution, mais c'est déjà de ne pas avoir des moments de fausseté trop accusés. Et donc, le gavage d'oie est vraiment l'exemple parfait et presque principal de quand on va mal garrocher de l'information à travers la bouche de nos personnages. L'autre principe, celui-là, est plutôt une solution, donc pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à comprendre, et qui vient, encore une fois, de la création littéraire. Souvent, c'est le principe qu'on doit à l'écrivain américain Ernest Hemingway, qu'on appelle le principe de l'iceberg. Donc, le principe de l'iceberg pour Hemingway, qui était beaucoup un auteur de romans assez courts, il y en a quelques longs, mais même dans ces romans longs, c'est surtout un auteur de nouvelles, et souvent de textes très courts basés sur le non-dit, basés sur le fait qu'il y avait beaucoup de choses de cachées, qui a été beaucoup adapté au cinéma d'ailleurs, donc par rapport à ça, parce qu'il a inventé une écriture qu'on a volontiers qualifiée de cinématographique. Et donc, ce que Hemingway disait par rapport au principe de l'iceberg, comment il expliquait, c'est de dire que quand, pour lui, ces textes, et n'importe quel bon texte, donc ça peut aller avec un scénario, ce qui faisait la solidité, l'impression de force d'un texte, là, je vous fais un dessin affreux, mais c'était vraiment cette métaphore de l'iceberg. Il disait ce qui fait, ça ressemble-tu d'un iceberg, pas vraiment. Mais donc, il y a la surface. Hein? Il disait que ce qui fait la grâce, l'élégance, le sentiment de puissance de mes textes, c'est que par rapport à ce que j'ai imaginé, par rapport à ce que je sais, le texte est vraiment ce 5 à 10 d'un iceberg qui apparaît à la surface. Et ce qui fait vraiment cette puissance, c'est que 80 70 peu importe le pourcentage, mais de l'objet total est immergé. Et ce principe-là, il a beaucoup été appliqué au cinéma. Et ça a l'air presque mystique quand je vous le dis, mais Hemingway disait ça comme ça. Il y a dans son roman qui était le vieil homme et la mer, par exemple, où c'est l'histoire d'un vieux pêcheur à Cuba qui se bat contre un espadon pendant 2 ou 3 jours, en pêchant en barque, là, littéralement. Ben, c'est un roman d'à peu près 150 pages, à tout péter, là, puis 150 petites pages. Mais il disait, par exemple, ben, moi, ça aurait pu être un roman de 1000 pages parce que je connais la vie de ce type-là au complet. Je connais la vie de l'avenir du petit garçon qui pêche avec lui, qui est son assistant. Je connais la vie du village au complet, s'inspirer, bon, etc. Ça aurait pu être une saga de 1000 pages. J'ai décidé de me concentrer sur ce 125 pages-là, qui est la pêche de Santiago, le vieil homme. C'est tout le temps comme ça. Et donc, ça a l'air mystique de dire, ben là, OK, donc penser plus que ce que tu en donnes, puis tu vas avec ça, mais effectivement, c'est un principe hyper important. C'est un principe important appliqué
à ce que l'on fait parce qu'effectivement, il y a un moment dans l'idéation où on bâtit notre monde, on bâtit nos personnages, on bâtit notre histoire. Et quand on entre en scénarisation, quand on entre en écriture, bien, il y a une réalité propre à l'écriture, c'est qu'il y a des choses qui vont passer en dessous de la surface. Tout n'appartient pas à la surface dans votre idée, dans votre histoire, dans ce que vous avez imaginé. Et des fois, c'est dur à accepter parce que justement, on a l'impression, on a inventé tout ça, donc on veut le montrer, on veut le savoir, mais il y a vraiment comme un exercice de petit deuil à faire quand on écrit. C'est-à-dire, ben, on va se rendre compte des fois avec la durée, ben, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui ne tiennent pas. Il y a un autre grand principe qu'on doit à celui-là, qui est corollaire pour moi, que l'on doit à William Faulkner, grand écrivain américain, encore une fois, qui a été aussi scénariste, qui disait « Kill your darlings ». Mais ça, vous allez entendre ça souvent, vous l'avez probablement déjà entendu, mais « Kill your darlings », donc tue tes chéris, là, si on traduit, tue tes bébés, littéralement, si on veut. C'était vraiment le principe qu'a découvert Faulkner, surtout en allant écrire justement pour le cinéma, mais qui a appliqué à la littérature ensuite. C'est de dire, tu sais, des fois, il y a des affaires que tu adores. Il y a des affaires auxquelles tu tenais beaucoup, qui, une fois que le roman ou le scénario a pris une certaine direction, bien, ça a beau être hyper important pour toi, bien, ça n'a plus d'affaire. Il faut être capable de comprendre, ça n'a plus d'affaire. Ou je n'ai pas vraiment besoin de ça. Donc, Kill Your Darlings, avec le principe de l'iceberg, c'est vraiment de comprendre qu'il y a des choses, pour moi, c'est une double responsabilité. Hein, des fois, je vais vous dire, ça a peut-être l'air contradictoire, là. Je vais vous dire, ben, il faut que ça soit clair dans ta tête. Ça n'a pas besoin d'être clair, par exemple, à l'écran, mais ça va être clair à l'écran si c'est clair dans ta tête. Et là, peut-être que j'ai l'air d'un illuminé quand je fais ça. Mais pour moi, c'est des vrais principes de scénarisation. Ce n'est pas clair dans ta tête, ça ne sera pas clair à l'écran, même si on décide que ça soit juste fragmentaire, un principe. Mettons, ton personnage, est-ce qu'il est, est-tu divorcé, veuf, ou il n'a jamais été avec quelqu'un, par exemple? Mon personnage de vieux flic. Tu vas me dire, ben, on s'en fout, c'est pas dans le sort. Non, mais toi, tu as besoin de le savoir. Je veux que tu. C'est parce que déjà, comment tu vas l'écrire? Si tu le sais, tu vas l'écrire d'une façon qu'on va le sentir. Ça a l'air mystique, encore une fois. Correct, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à fonder des assises pour un film. Donc, à la fois, je me répète, mais donc, à la fois, accepter cette part invisible-là et d'une certaine façon, accepter, comprendre qu'est-ce qui a besoin absolument d'être visible et qui a besoin, quitte à ce que je change certaines choses. Donc, il y a vraiment un principe, justement, qu'on peut appliquer comme tel, qui est un principe, des fois, je vais vous le dire carrément, c'est de regarder votre synopsis. Ah, il y a une autre capsule que j'ai faite. Bon, ça peut être des exercices corollaires. L'autre exercice que j'ai fait, ben là, j'ai l'avantage de recommencer. Là, je l'ai fait après finalement, mais je vous disais de découper votre synopsis avant de scénariser, surtout quand je vous ai passé la remarque, là, c'était peut-être un peu long de faire un scène à scène, ce qu'on a fait ne serait-ce que très informel, donc d'aller découper un court-métrage, hein, bon, je vous disais, il y a 15 pour 15-20 minutes, comme on a, ben c'est ça, il y a entre 15 et 25 scènes. Donc, découpez ce que vous avez, transformez-le en scène. Est-ce que ça marche? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire là-dedans. Et quand je vous dis qu'il y a un exercice corollaire, ça, c'est que vous pouvez le faire en même temps, comme vous pouvez le faire séparément à une autre étape, mais il y a la question de dessinez-vous-en à la limite un iceberg, là, mais pour moi, c'est une question de hiérarchisation. C'est dans ce que vous avez construit.
sais, dans vos intentions, votre pitch, il y en a qui ont fait leur personnage. De ce que vous comprenez de votre univers, là, qu'est-ce qui peut aller sous la surface, puis qu'est-ce qui doit être absolument en dehors de vous? Qu'est-ce qui doit être absolument manifesté? Et ça, bon, on va le voir là, dans le reste de la capsule, je rebondis dans la capsule dans laquelle je vais aller me rebrancher tranquillement, pas vite. On va le regarder un petit peu, mais donc, c'est ça. Donc, info vitale versus info facultative, on peut s'amuser à les identifier. Tu sais, les infos vitales, c'est un côté, ben, vraiment, quand tu regardes ton histoire, ben, qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne absolument à quel moment? Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne absolument? Ça peut être variable, mais quand on va le comprendre exactement? Bon, ce qu'on a à comprendre sur l'intrigue, par exemple. Donc, quelque chose dont on ne peut pas se passer. Et qu'est-ce qui peut aller en dessous de la surface? Par rapport à ce que je vous disais justement, par rapport à qu'est-ce qui pourrait être backstory, dans les liens entre les personnages, dans le passé du personnage. Donc, qu'est-ce que, tu sais, des fois, on va deviner. C'est important que vous le sachiez, mais on va le deviner au détour d'une conversation. On a le personnage il reçoit un téléphone de son ex-femme. Bon, peu importe, on ne l'expliquera pas, mais vous, si vous le savez, ça va avoir la bonne saveur, la bonne couleur. Mais juste pour ne pas me perdre, là, parce que c'est autre chose, mais je veux dire, surtout le facultatif et le vital. Et là, quand je dis que c'est un exercice pour lequel on peut s'aider entre nous, en nous relisant, ben c'est ça. C'est de dire là, où il y a des moments, là, regarde, je ne comprends pas. Là, bon, ça peut nous aider. OK, donc, il manque une information vitale. Et à l'inverse, où je comprends des affaires d'une certaine façon, où une information m'est transmise, puis que j'ai l'impression que, d'une part, c'est pas tellement naturel, ou d'autre part, quand on se relit, quand on regarde, si on dit, tu sais, ça, là, c'est-tu vraiment, vraiment important? Tu sais, qu'est-ce que ça change si j'arrive à la fin puis que j'ai pas compris que, par exemple, je pense que je vais me fondre là bientôt dans la nouvelle capsule, là, mais tu sais, donc je pense que l'exemple que je donnais et que je vais reprendre à la suite là, dans l'autre capsule, donc à partir du moment où le son revenait, c'était l'idée, par exemple, pardon, pour, pour rester dans une relation familiale, tu sais, c'est une relation d'amitié, c'était justement d'arriver à ce moment-là, par exemple, mon héroïne aurait à présenter son ami, tu sais, donc en présentant son ami à une autre, tout à coup, dirait, tu sais, donc, je te présente, je sais pas à sa mère ou à sa nouvelle amie à l'école, tu sais, je te présente mon amie Marjorie. C'est ma meilleure amie. Marjorie, je te présente Marjorie, ma meilleure amie. Avant, ma meilleure amie, c'était Julie. Maintenant, c'est Marjorie, par exemple. Bon, déjà, je pense que là, c'est totalement méta. Je pense que je répète la même affaire dans l'autre. Donc, je vais m'arrêter parce qu'on va là, mais c'est déjà un exemple, par exemple, d'un moment où on dit, OK, si on se relie là-dessus, donc Marjorie, Julie, la relation, est-ce que tout ça, c'est du vital ou du facultatif, du background, donc quelque chose qui pourrait rester? Est-ce que ça change dans la relation entre les deux à la fin du film? Tu sais, est-ce que ça change vraiment la nature de leur relation, de ma compréhension du film, si je n'ai pas le moment où mon héroïne précise vraiment à quel point Marjorie, c'est sa meilleure amie. Déjà, je le sais. Est-ce que ça va se transmettre? Donc, vous allez voir, je fonce là-dessus, mais juste pour rebondir, là, je vais regarder la capsule, vous allez voir, j'en parle un peu à la fin de cette réalité-là, mais de dire qu'à la fois, il faut être capable de faire confiance d'une certaine façon, au naturel des situations. Donc, vous verrez, mais donc, on va pouvoir, à partir de là, rebondir là-dessus. Juste
avant de me fondre dans la suite de l'affaire Julie Marjorie. Donc, gardez ça en tête, surtout. Je pense que je ne le disais pas dans l'ancienne capsule, je suis content de pouvoir le répéter, mais gardez ça en tête que ça peut vraiment se transformer en exercice pratique. Cet aspect-là de carrément vous tracer la surface, si vous regardez dans les histoires, les relations, qu'est-ce qui peut être en dessous de la surface, qu'est-ce qui doit être en haut, on peut carrément faire des listes, là, si à un moment donné vous jammez là-dessus. Et je pense qu'en dessous de la surface, ben, il y a ce qui peut être immergé, puis il y a peu ce qui peut être noyé sadiquement. Là, il y a vraiment les kill your darling, ça peut être autre chose, c'est-à-dire c'est pas juste ce qui est là, puis ce qu'on ne sait pas, mais des fois, ce qui peut disparaître complètement de votre scénario. Donc, ça, c'est un autre aspect, mais des fois, il faut être attentif, soyons-là entre nous, là, mais je l'ai répété dans les capsules, là, plus les darlings à tuer, mais des fois, ben, c'est ça. Donc, vous avez une héroïne dont c'est une mauvaise journée, elle s'engueule avec tout le monde, elle s'engueule avec sa mère, elle s'engueule avec son boss, elle s'engueule, et là, à un moment donné, il y a une scène où elle s'engueule même avec le gars au dépanneur, par exemple. Ça peut être bien, bien drôle, mais là, qu'on va arriver à, à, à 15-20 pages, qu'on va arriver à notre limite, puis que là, on n'est pas tout à fait arrivé à la fin où tous les fils ne sont pas rattachés, bien, en se relisant, des fois, on va arriver, hey, et c'est ce qui est dur des fois avec Kill Your Darlings, mais c'est un bon exercice d'auto-sadisme. De vraiment regarder et dire, ben, hey, c'est drôle la scène au dépanneur, tout ça, mais j'en ai pas besoin. C'est-à-dire parce que je le sais déjà qu'elle a une journée de merde, c'est pas un conflit qu'elle a réglé, ça fait juste ajouter à mon héroïne s'engueule avec tout le monde aujourd'hui, ça fait que peut-être je peux la prendre puis juste l'enlever. Et donc, je peux dire que c'est intéressant qu'on joue ce rôle-là entre nous, parce que des fois, c'est plus facile pour d'autres d'identifier nos petits bébés, là, nos affaires qui restent là, qui sont importantes pour nous, mais que quelqu'un d'autre peut arriver et dire, ben, tu sais, toute cette sous-intrigue-là, toute cette affaire-là, tu enlèves ça, puis tu enlèves cette scène-là, tu enlèves cette réplique-là, tu enlèves l'important l'important est encore là. Donc, je pense que ça va faire partie aussi de l'exercice pour vous. On va le faire ensemble, mais c'est déjà bien ceux qui sont en train de terminer leur première version ou qui s'apprêtent à la commencer, de garder ça en tête, qu'il y aura à faire un exercice de hiérarchisation de l'information à partir de ces critères-là, à partir de ces réalités-là. À très bientôt.